Hélène Gispert, qui est professeure émérite à l'Université de Paris-Saclay et aussi membre de l'Institut de recherche de la FSU. Vous êtes spécialiste en histoire des sciences et en particulier en histoire sociale et culturelle des mathématiques. Et vous allez nous parler, vous allez répondre directement à la question sur l'invisibilité ou non des femmes dans la recherche. Sandrine Rousseau, vous êtes vice-présidente de l'Université de Lille, mais ici surtout, vous êtes en tant que vice-présidente du CPED, conférence permanente des chargés de mission égalité-diversité. Et vous allez nous parler du LPPR, et je décline parce que tout le monde ne connaît pas tous les sigles, Loi de programmation annuelle de la recherche, et vous allez nous parler de son rapport à l'égalité homme-femme et quel effet ça peut produire. Et Fanny Gallo, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Est Créteil. Vous travaillez sur le genre en éducation, l'histoire des femmes et du genre au travail. Et votre thème ce soir sera les femmes et la précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je vous laisse tout de suite la parole. À vous, Hélène Gispert. Merci. Donc, le titre de notre table ronde comprend un point d'interrogation. Quelle réponse est-ce qu'on va pouvoir apporter à ce que vous nous avez présenté comme une question? Alors, invisibles, les femmes dans la recherche? Non, pas aujourd'hui. Encore que, les derniers mois que nous venons de vivre montrent l'actualité de cette question posée et mettent en lumière certains des ressorts de la réponse qu'on pourrait y apporter. Certes, 2 femmes viennent de se voir décerner le prix Nobel de chimie en octobre dernier, et une femme, celui de physique, en compagnie de 2 collègues masculins. Mais on ne peut laisser de côté le constat accablant de l'invisibilité des femmes dans la parole experte scientifique mobilisée pendant le premier confinement et les mois qui ont suivi par le pouvoir et sollicitée par les médias. Si la réalité est complexe, il est en revanche manifeste tout d'abord que les femmes scientifiques sont aujourd'hui encore et toujours confrontées à des discriminations de genre et d'autre part que c'est un des aspects décisifs de la question science et démocratie. Historienne des sciences, je commencerai par revenir sur un premier constat. L'absence des femmes, sauf rares exceptions, dans l'histoire qui a pu être faite de la recherche et des sciences depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. J'en donne un exemple parmi des tas d'autres que j'aurais pu choisir. Entre 1870 et 1980 sortent aux États-Unis 13 gros volumes d'une œuvre monumentale, le Dictionary of Scientific Biography, dictionnaire biographique scientifique, 8000 entrées de l'Antiquité à nos jours, excluant les personnes encore vivantes, et sur ces 8000 personnages, 25 femmes, soit 1%. Et ce fut un dictionnaire unanimement salué à sa sortie, un outil de travail important, reconnu pendant des décennies en histoire des sciences. Alors, cette quasi-absence, bien au-delà de ce seul dictionnaire, signifie-t-elle que les femmes ont été à ce point absentes de la recherche, ou bien qu'elles auraient été passées sous silence et rendues invisibles? Je continue avec ce dictionnaire et ces 25 femmes scientifiques, parce qu'il est en effet paru dans la décennie 1970, un moment où, aux États-Unis, le courant critique féministe se développe et où de très nombreuses études mettent en avant des centaines et des centaines de femmes scientifiques dans l'histoire récente et moins récente, montrent l'ampleur de leurs travaux, les difficultés de leur carrière, le manque
de reconnaissance scientifique et parfois le pillage de leurs idées auxquelles elles ont eu à faire face. Un exemple de ces études des années 70 est une étude de Margaret Rossiter, une historienne des sciences états-unienne, qui publie au tout début de ces années un article sur les schémas de carrière de plus de 500 femmes scientifiques aux États-Unis avant 1920. Carrière, cela veut donc dire tout d'abord que ces femmes avaient un doctorat, et je rappelle, plus de 500 avant 1920, et qu'elles avaient travaillé dans la recherche au moins un temps. De ces centaines de femmes, on ne trouve aucune trace, ou presque, dans un ouvrage paru au début du XXe siècle, au titre emblématique American Men in Science, qui eut jusqu'aux années 1970 une douzaine d'éditions, sans changer de titre. Dans l'édition de 21, en dépit de toutes ces femmes scientifiques que Rossiter put identifier bien plus tard, on n'en trouve que 24, 5%. Toujours mieux que dans le Dictionary of Scientific Biography. Ce n'est qu'en 1972, sous la pression de nombreuses protestations, alors que les éditions précédentes, au fur et à mesure du siècle, comptaient des centaines de femmes, que l'éditeur de ce livre change enfin le titre pour celui de American Men and Women of Science, abandonnant un titre qui, délibérément, avait choisi jusque-là de minimiser la présence des femmes, voire de les invisibiliser. Cette minimisation, cette invisibilisation, Margaret Rossiter, notre historienne états-unienne, l'a théorisée à partir de son étude de tous ces parcours de femmes scientifiques. Et elle lui a donné un nom. Plutôt que d'évaluer le travail de tous les scientifiques d'une façon universelle, écrit-elle, la communauté scientifique, qui est dominée par des hommes, structurée par des hommes, tenue par des hommes, tant en ce qui concerne le pouvoir que les savoirs et leurs normes, tend à sous-estimer ou réduire le travail des femmes et à surestimer et enfler, ce sont ces mots, celui des hommes. Un tel effet, Margaret Rossiter le nomme l'effet Matilda, du nom d'une féministe américaine, suffragette, sociologue du savoir du XIXe siècle, qui vécut au XIXe siècle, Matilda Joslyn Gage. Et des tas d'études de sociologie aujourd'hui identifient, mettent en lumière et quantifient cet aspect Matilda, cet effet, Matilda, dans tous les rouages de la reconnaissance scientifique, que ce soit pour les postes, pour les prix scientifiques, pour les publications de travaux, en ciblant les biais de genre. L'histoire des femmes en sciences en France propose un facteur supplémentaire d'explication de cette invisibilisation. Une histoire d'autant plus frappante eu égard à celle des États-Unis, le patriarcat tout aussi présent et manifeste ne se jouant pas de la même façon. En 1900, en France, il n'y a en effet que 3 femmes ayant eu un doctorat. En 1920, elles ne sont qu'une trentaine. En France, les femmes ont été délibérément exclues des institutions liées à l'apprentissage et à l'exercice du savoir. Pas d'enseignement secondaire féminin jusqu'en 1878. Et une fois créé, il va falloir attendre 1924 pour qu'il délivre un baccalauréat ouvrant aux jeunes filles de l'élite sociale la voie aux études universitaires. Leurs frères, à ces jeunes filles, en bénéficiaient, eux, déjà depuis plus d'un siècle. En France, toujours, une académicienne, c'est jusqu'en 1979, année où est élue la première femme à l'Académie des sciences, la femme d'un académicien.
Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de femmes dans les sciences, en France également. Elles doivent, nous allons le voir, emprunter d'autres chemins et ont d'autres destins que ceux que pouvaient avoir leurs frères. Mais quel intérêt y a-t-il à rendre visibles dans l'histoire toutes ces femmes de science? Toutes, loin de là, sans parler de l'effet Mathilda, n'ont pas fait de découvertes ou d'avancées marquantes. Tous les hommes de science non plus, peut-on ajouter. Mais justement, cet intérêt à les rendre visibles touche à la question science et démocratie. Revisiter à cette aune l'histoire de la recherche exige en effet de dépasser la conception d'une pratique de la recherche réduite à la pensée de quelques grands génies d'exception, tous hommes bien sûr, et de s'attacher au caractère éminemment collectif de l'activité de recherche, ainsi qu'à ses multiples acteurs, parmi lesquels de nombreuses femmes. Et cela est un enjeu de taille aujourd'hui, devant les menaces de financement darwinien de la recherche et le partage de la communauté entre quelques stars au parcours de comète et des bataillons de petites mains, comme le prévoit la loi de programmation de la recherche. Sandrine Rousseau et Fanny Gallo en parleront plus spécifiquement. Je voudrais, moi, juste apporter deux éléments. Le premier est d'ordre historique. Les petites mains féminines, fin 19e et début 20e siècle en France, on les trouve indispensables à l'exercice de la science comme calculatrices, notamment dans les observatoires, ou comme laborantines dans les sciences chimiques et pharmaceutiques, ou encore participants et gérants des expéditions géologiques ou autres. Le second élément actuel est en résonance avec le titre de notre table ronde, Les femmes dans la recherche invisible. Et c'est un titre, je ne sais si cela a été délibéré, mais qui n'est pas Femmes chercheurs invisibles. Et je me réjouis, dans cette perspective qui est la nôtre ici de science et démocratie, du choix du titre. La différence de sens est en effet profonde. Les personnels de la recherche comprennent, outre les chercheurs et chercheuses, quel que soit leur statut, dans le public, le privé, à l'université, comme dans les organismes de recherche, donc comprennent, outre les chercheurs et les chercheuses, d'autres métiers dits d'appui à la recherche, ingénieurs, techniciens, administratifs. Fanny Gallo, je crois, y reviendra, mais pour ce qui se rapporte à l'invisibilité genrée, où sont les femmes aujourd'hui, par exemple au CNRS? Si elles sont 34% des personnels chercheurs, elles sont 65% des personnels administratifs et techniques. Au niveau mondial, l'UNESCO estime à 28,8% la part des femmes dans ce qu'il appelle la Scientific Working Force, dans tous les secteurs de la recherche et développement public et privé. La question de leur invisibilité ne devrait donc plus se poser aujourd'hui, un tiers des effectifs. Et pourtant, je voudrais à présent montrer combien la question de l'invisibilisation des femmes dans la recherche, qui n'est pas exactement celle de leur invisibilité, est toujours d'actualité, autant dans la sphère publique que dans la sphère professionnelle. Mes co-intervenantes montreront combien la réalité des métiers de la recherche est révélatrice d'une discrimination genrée systémique à l'encontre des femmes dans la pratique même de la recherche et de ces normes dominantes aujourd'hui. Pour ma part, j'en donnerai deux manifestations. Revenant tout d'abord sur la pandémie et ce que fut la parole scientifique experte pendant les mois de confinement et d'immédiat déconfinement. Je m'appuie pour cela sur la revue Regards croisés de l'Institut de recherche de la FSU et son numéro 35 sorti en septembre dernier. Le chantier de recherche de l'Institut, qui travaille sur la thématique femmes, savoir, pouvoir,
et auquel je participe, il y a écrit un article sur le choc de la pandémie dont une partie est intitulée « Elle cause », des masques bien sûr, « il cause », deux points, le sexe du genre. Le genre du, oui, le sexe du, non, le genre du savoir, pardon. Le genre du savoir. Je reprends, parce que ce titre, on l'a trop travaillé, je viens de le gâcher. Elle cause des masques, il cause le genre du savoir. C'est quand même meilleur comme ça. Nous y avons analysé la dichotomie criante entretenue par les médias entre, d'une part, la découverte du rôle des femmes qui auraient incarné le travail dit alors essentiel pour la société et, d'autre part, leur exclusion de la parole publique et de l'expertise scientifique, politique, économique comme idéologique. Et ce, malgré l'importance de leur contribution dans tous ces domaines et leurs multiples initiatives pour se faire entendre. Ainsi, tout d'abord, la composition du Conseil scientifique Covid-19, nommé par Macron, a été très majoritairement masculine, 2 femmes sur 12 membres. Mais il nous a semblé intéressant de relever aussi une autre de ces caractéristiques dans cet article. La nature des savoirs portés par ces membres, dont étaient exclus à une ou 2 exceptions les acteurs et les actrices de terrain. Ainsi incarnée, la science, avec un grand L et un grand S, était, comme il se devait, masculine et théorique. Et selon les médias officiels et classiques, le savoir, l'expertise et l'autorité scientifique et médicale, mais aussi sociologique, économique, philosophique, politique, ne pouvaient être le plus souvent que le fait d'hommes. Or, des experts, il y en eut beaucoup qu'on a pu lire et écouter, mais dans des médias spécifiques, dont des podcasts, et non dans la plupart des médias traditionnels qui invitaient paresseusement leur même cercle d'experts masculins. La présence de quelques femmes dans certains de ces médias n'était que l'infime partie émergée et donc visible d'un iceberg. Cet épisode de la pandémie, cette dichotomie, a créé un effet de loupe sur des stéréotypes de genre associés au savoir. Il y aurait ainsi savoir pratique d'expérience, concret, qui serait naturellement attaché aux femmes, des savoirs qui ne feraient pas le poids face aux savoirs théoriques et abstraits associés au masculin dans les stéréotypes de genre, seuls valorisés dans la hiérarchie éducative, scientifique, culturelle et politique. Enfin, et ce sera mon dernier point, ce quasi-monopole de la parole savante d'hommes au détriment de celle des femmes est la face médiatique de la réalité d'un processus de discrimination genrée implacable dans l'exercice même de la recherche et des normes qui la dominent. Je serai très brève, mes collègues vont traiter ce point et j'en resterai à un seul chiffre, relatif au plafond de verre de la visibilité, sans parler, faute de temps, du plancher collant, tout autant important dans une réflexion sur science et démocratie, comme l'affirment les autrices du manifeste Féminisme pour les 99%, questionnant l'intérêt à briser le plafond de verre si l'immense majorité des femmes continue d'en nettoyer les éclats. Un chiffre donc, pour reboucler avec le début de mon intervention et les femmes nobélisées de l'édition 2020 du prix. Parmi les récipiendaires, ces 10 dernières années, des 100 prix scientifiques considérés comme les plus prestigieux au monde dans les classements internationaux qui sévissent aujourd'hui, 10% seulement sont des femmes. Leur part dans l'activité scientifique étant, je le rappelle, de 30%. Parité, égalité, visibilité, nous en sommes donc loin. Merci.
Micro, Nadia, ton micro. Oui, merci à la personne qui me l'a remis. Donc, je vous remercie d'avoir tenu le temps et je passe maintenant la parole à Sandrine Rousseau. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez très bien dit en introduction, j'interviens au nom de la CPED, donc de la Conférence permanente des chargés de mission égalité, c'est-à-dire les vice-présidents et vice-présidentes des universités, et d'ailleurs beaucoup de vice-présidentes évidemment, qui sont en charge de l'égalité, ainsi que des chargés de mission. Alors, ça n'est pas du coup mon point de vue personnel, qui serait sans doute plus radical que celui que je vais présenter, mais c'est le résultat de l'analyse qu'on en a fait au sein de la CPED, et donc le résultat d'un cheminement collectif. Alors déjà, vous parlez de la loi de programmation pour la recherche. Je ne sais pas si tout le monde est au fait de cette loi, mais les ambitions qui étaient affichées à l'origine de la loi étaient une augmentation des crédits de la recherche, un alignement de la recherche française sur les critères internationaux. Et donc, pour réaliser ça, puisque plusieurs indicateurs montraient un décrochage, et je mets bien sûr entre guillemets cette notion de décrochage de la recherche française, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a diligenté 3 groupes de travail qui ont travaillé sur 3 sujets différents, la recherche et l'excellence, le financement et les transferts, et les carrières scientifiques et l'attractivité de la recherche. Et donc, pour constituer ces groupes de travail, il y a eu des personnes qui ont été nommées par le ministère et la constitution de ces groupes de travail était paritaire. Mais il y avait 3 rapporteurs et rapporteuses par groupe de travail. Et sur ces 9 rapporteurs officiels de la loi, enfin des groupes de travail, pour constituer la loi, eh bien, seuls 2 étaient des femmes. Et ça peut paraître peut-être anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que dès lors que l'on ne met pas la question de l'égalité aux prémices de la réflexion, et surtout sur une loi aussi importante que celle de la programmation de la recherche, eh bien, on a toutes les chances pour que cette question d'égalité n'infuse pas ensuite les réflexions qui mènent à l'écrire et les débats qui suivent. Et c'est à peu près ce qui s'est passé, puisque dans les groupes de travail, donc si on regarde les rapports qui ont été faits par ces groupes de travail, qui sont des rapports conséquents, d'une centaine de pages chacun, eh bien, le mot femme n'est jamais cité, sauf une fois, au titre de l'égalité femmes-hommes dans le groupe de travail sur les carrières, où il est fait mention du fait que l'on devrait être attentif à l'égalité femmes-hommes. Voilà. Alors, me direz-vous, ce sont des groupes de travail sur la recherche, donc sans doute que le mot femme n'a pas été utilisé, mais probablement le mot chercheuse l'a lui été. Eh bien, le travail minutieux qui a été fait de l'analyse de ces rapports montre que le mot chercheuse n'a jamais non plus été cité. C'est-à-dire qu'en fait, aux prémices de cette loi, on mène 3 groupes de travail dans lesquels, déjà, les femmes sont absolument, totalement, complètement invisibilisées. Alors, sans grande surprise, la loi elle-même, issue de cette réflexion, ne comprend pas la dimension égalité femmes-hommes dans les mesures qu'elle préconise. Alors, il y a bien quand même, comme dans chaque loi, une étude d'impact qui est fait, une analyse d'impact de cette loi. Et donc, la loi de programmation de la recherche n'a pas fait exception de ce point de vue. Il y a bien eu une analyse d'impact. Et la question de l'égalité femmes-hommes est abordée à l'aune d'une seule phrase, où il est mentionné que les femmes, au moment de la maternité, pourront bénéficier des nouveaux contrats qui ont été proposés dans cette loi, et que donc ça renforcera leur position. Le ministère lui-même a reconnu que c'était une erreur de n'avoir utilisé de n'avoir analysé la loi sur l'égalité femmes-hommes qu'à l'aune de la maternité. Mais remarquons quand même que alors que les carrières des femmes dans les sciences, dans la recherche, sont marquées par de multiples moments d'inégalité et, j'ose, de discrimination, eh bien, l'analyse d'étude de la loi, l'analyse d'impact de la loi, ne mentionne que le moment de la maternité, réduisant ainsi les chercheuses
au moment de la maternité et toute la carrière et tous les handicaps que connaissent les femmes tout au long de leur carrière à juste ce moment de la maternité. Et ça, c'est quand même un retour en arrière. Hein. C'est un retour en arrière et un retour en arrière qui évidemment n'a pas favorisé le fait que dans la loi, la question des femmes soit correctement prise en compte. Alors juste pour décrire maintenant dans ce second temps de mon exposé les principales mesures de la loi et ce en quoi elles ont des impacts sur l'égalité ou l'inégalité femmes-hommes, et en l'occurrence vous verrez que c'est surtout l'inégalité. Donc, premier type de mesure, c'est déjà de différencier deux types de carrières, donc les carrières dites classiques, voilà, que l'on connaît aujourd'hui, et puis des carrières que vous avez qualifiées tout à l'heure de comètes, enfin des carrières extrêmement rapides, avec des dispositifs dès la thèse, qui sont des dispositifs environnés, donc avec des conditions de recherche qui sont améliorées, particulières, et évidemment des thèses dont on attend qu'elles aient des résultats en matière de publication déjà supérieurs sans doute à beaucoup d'autres contrats de recherche qui seront plus classiques. Donc, déjà d'entrée, c'est-à-dire que dès la fin du M2, dès l'entrée en thèse, on entre dans des dispositifs qui sont particuliers. Et là, je m'arrête juste un moment sur ce point, c'est que les études sociologiques et les études de genre montrent un phénomène, montrent un biais de genre que je trouve très pertinent dans sa formulation et surtout qui se vérifie quand même énormément dans les carrières universitaires, c'est la présomption de compétences qui s'applique aux jeunes hommes et qui ne s'applique pas du tout aux jeunes femmes. Au contraire, les jeunes femmes doivent faire montre de leurs compétences, tandis qu'on suppose des compétences en matière de recherche aux jeunes hommes. Et donc, on peut se dire que l'entrée dans ces dispositifs très jeunes dans la vie et la multiplication de ces dispositifs tout au long de la carrière universitaire va favoriser cette présomption de compétences chez les hommes qui devra sans doute être contrecarrée par de très puissants de puissantes mesures pour éviter ce type de biais de genre, et je reviendrai après sur le fait que pour l'instant ils ne sont pas présents. Il y a bien des choses qui sont en marge de la loi de programmation sur la recherche, mais au sein de cette loi, il n'y a aucun contre-pouvoir ou aucune mesure permettant de contrer ce premier biais qui est cette présomption de compétence. Deuxième remarque, c'est que l'entrée dans des carrières qui vont être des carrières accélérées et des carrières dites d'excellence se fait à un âge où évidemment la question de la maternité et de la paternité se pose, et la loi n'impose pas que la durée des contrats soit prolongée du temps du congé maternité s'il y a maternité pour une femme. Ce qui signifie que, comme il n'y a pas d'imposition, alors il est bien conseillé de le faire, mais il n'y a pas d'obligation de le faire, eh bien ça signifie qu'une femme pourra être finalement sanctionnée d'avoir eu une maternité durant sa thèse, puisque son directeur de thèse ou son laboratoire ou l'université pourra lui refuser la prolongation de son contrat du temps du congé maternité, ce qui fait que concrètement, elle aura des mois en moins de recherche dans un moment où la pression sera extrêmement forte à la publication et dans un moment aussi où se jouera une concurrence entre toutes les personnes qui bénéficient de ces dispositifs de manière très intense. Évidemment, maternité et paternité, vous l'imaginez bien, ne jouent pas du tout de la même manière sur la perception qu'on a de la compétence des personnes, alors que les maternités sont maintenant, que les études sont convergentes pour montrer que les maternités sont vues comme des obstacles, des handicaps à la poursuite de la carrière chez les femmes. La paternité, au contraire, est analysée le plus souvent chez les jeunes hommes au moment où ils candidatent pour avoir des postes pérennes, comme une force et quelque chose de positif qui est adossé à la carrière masculine. Enfin, dernière remarque sur ces dispositifs, c'est que évidemment, ils vont mettre une très forte pression sur les personnes qui
sont dans ces dispositifs, et sans doute d'ailleurs à ceux qui ne l'ont pas aussi. Et cette pression sera mise dans le cadre de ce que moi je qualifie de renforcement d'un mandarinat, c'est-à-dire qu'évidemment que pour avoir ces dispositifs, pour avoir accès à ces chaires environnées, pour avoir accès à ces doctorats environnés, etc., eh bien, il va falloir faire allégeance à des personnes qui seront influentes et qui pourront pousser votre candidature sur ces dispositifs. C'est un retour du mandarinat qui n'a jamais réellement disparu de nos universités, mais qui a quand même été contesté ces dernières années et qui là revient en force. Et on sait par ailleurs que les positions de mandarinat ne sont pas bonnes pour l'égalité femmes-hommes et ne sont pas bonnes non plus pour la lutte contre les violences morales, harcèlement moral et les violences sexistes et sexuelles. Alors, deuxième point de la loi qui pose problème, c'est la question des projets, c'est-à-dire que la loi institue un financement de la recherche par projet bien plus important qu'il ne l'est actuellement, et donc c'est l'Agence nationale de la recherche qui sera chargée de financer ces projets. Donc, outre le fait que c'est une forme d'orientation de la recherche très importante, on peut remarquer que 70% des projets qui sont déposés, et surtout 70% des projets, parce que c'est la même proportion, hein, donc 70% des projets qui sont déposés et 70% des projets qui sont retenus par l'ANR sont dirigés, coordonnés par des hommes. Et donc là, on voit bien se mettre en place une forme d'effet cumulatif, c'est-à-dire qu'on rentre dans les carrières de recherche par des dispositifs particuliers qui vous mettent sur des carrières de comètes, enfin des carrières d'excellence. Et ensuite, vous allez déposer des projets de recherche. Et à chaque fois, en fait, les femmes subiront des biais de genre à chaque étape de cette sélection, puisqu'on a moins tendance à mettre les femmes en directrice de projet ou en coordinatrice de projet, sachant aussi que tous les projets qui sont financés de cette manière-là sont des manières de se créer des réseaux ou de renforcer ces réseaux, et on sait aussi que femmes et hommes ne sont pas tout à fait égaux en matière de capacité à entretenir des réseaux ou à intégrer des réseaux. Ensuite, alors il y avait un aspect qui semblait positif dans la loi qui était le renforcement des SHS, dont on se dit bon, bah, finalement les SHS ce sont des domaines qui sont plus occupés par des femmes, donc ça va être un moteur de cette chose-là, sauf que toutes les SHS ne sont pas à égalité de ce point de vue-là, et on voit que les carrières, par exemple, dans les disciplines telles que philosophie, histoire ou droit, eh bien, n'ont rien à envier à des carrières en matière de biais de genre, n'ont rien à envier à des carrières de sciences dures ou de sciences exactes. Dernière chose sur donc dans cette deuxième partie sur le contenu de la loi, l'absence complète de mesures contraignantes ou de contrepoids à ces mesures extrêmement massives en défaveur des femmes. Alors, il y a des choses à l'extérieur de la loi de programmation de la recherche, notamment l'obligation faite aux universités comme à tout établissement public de mettre en place des plans égalité professionnelle. Mais vous imaginez bien qu'un plan égalité professionnelle qui est à côté des dispositifs, enfin, pour le dire autrement, comment un plan d'égalité professionnelle va pouvoir contrecarrer la puissance des dispositifs qui sont mis en place par la loi de programmation de la recherche, et comment vous allez expliquer dans votre université que vous n'allez pas donner la prime à une personne qui est sur un doctorat environné, puis sur une chaire environnée, puis qui a des programmes de recherche nombreux à l'ANR, puis qui a des thésards eux-mêmes environnés, etc. Comment vous allez justifier de ne pas donner de prime au titre de l'égalité femmes-hommes alors que la puissance en fait de l'aspect cumulatif de ces dispositifs et de leur impact sur la carrière sera considérable. Donc voilà. Alors évidemment, il y a quand même une directive imposant aux universités et aux jurys de sélection de prendre des mesures sur les biais de genre au moment de la sélection. Donc il y a tout un protocole qui est expliqué pour éviter ces biais, mais les études montrent, et notamment l'Union européenne a émis des guides là-dessus qui sont très explicatifs, qui montrent que si dans une loi aussi importante que la programmation de la recherche sur plusieurs années, vous ne mettez pas l'égalité femmes-hommes comme une valeur cardinale de l'ensemble des mesures que vous préconisez dans cette loi, eh bien, vous n'avez absolument aucune chance que l'égalité femmes-hommes soit le résultat de cette loi. Et donc, évidemment qu'on va
va faire face à des difficultés de ce point de vue-là. Et je conclurai ma présentation en vous citant juste l'exemple de l'Université de Lille, où le premier président de l'Université de Lille, le premier doyen, était Pasteur, donc l'inventeur du vaccin, dont on voit bien l'utilité sociale qu'il a eue et qu'il a encore aujourd'hui. Sauf que Pasteur a écrit au recteur de l'Académie de Lille, pour lui demander d'interdire aux femmes l'accès à la faculté de sciences parce qu'elle perturbait les hommes qui étaient présents, et il a obtenu cette interdiction, privant une génération de femmes de l'accès à l'enseignement supérieur et à la recherche en sciences. Le résultat de cela, et pourtant ça date, c'est qu'à l'Université de Lille, on a 212 amphithéâtres, et que sur les 212 amphithéâtres aujourd'hui, seuls 2,5 portent un nom de femme. 2,5. Et quand je dis 2,5, vous imaginez bien qu'il s'agit de Pierre et Marie Curie, ce qui, par ordre alphabétique, devrait quand même donner Marie et Pierre Curie. Et que ce qui signifie concrètement qu'aujourd'hui, une étudiante qui rentre à l'université et qui termine avec un doctorat et même une chaire et qui rentre dans les dispositifs des tenure track, etc., eh bien, elle peut passer toute sa vie à l'Université de Lille et ne jamais entrer dans un amphithéâtre qui porte un nom de femme. Alors, ce que nous demandions au nom de la CPED, au ministère, et ce qu'on a demandé ensuite aux députés grâce à un formidable travail du Haut Conseil à l'égalité, c'était qu'il y ait une éga-conditionnalité des financements de l'ANR, c'est-à-dire que, parce qu'il y a ce qu'on appelle le préciput, donc dans les projets qui sont acceptés par l'ANR, une partie du financement revient à l'établissement, et ce qu'on voulait, c'est que la partie qui revenait à l'établissement soit soumise à des politiques égalité et à une éga-conditionnalité, c'est-à-dire le fait qu'on progresse réellement en matière d'égalité, y compris dans les dépôts de projets, et que ces tenure track, donc ces dispositifs particuliers de carrière qui permettent les carrières de comète ou d'excellence, eh bien, soient eux aussi conditionnés à l'égalité des candidats et des lauréats, et candidates et lauréates. Et pour l'instant, à ce jour, évidemment, nous n'avons pas obtenu gain de cause, mais nous serons quand même extrêmement vigilants et vigilantes dans nos établissements à ce que cette loi permette quand même une forme de progression de l'égalité, même si nous ne sommes pas très optimistes sur la capacité à l'obtenir. Bien, merci beaucoup. Vous êtes absolument parfaite, là, jusqu'à présent. Vous restez dans les temps. Donc, je vais pouvoir passer, je ne ferai pas de commentaires sur certains des propos. On apprend des choses sur Pasteur qui vraiment sont catastrophiques. Je vais passer la parole à Fanny Gallo. À vous, donc. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait, très bien. Fantastique. Alors finalement, j'ai un petit peu élargi ma présentation et je vais être complémentaire de ce qui a déjà été dit par Hélène Gisbert et Sandrine Rousseau, puisque je vais revenir sur des aspects qui n'ont pas encore été tout à fait abordés, mais je m'inscris totalement dans ce qui a été dit juste avant moi. En gros, je me suis dit que j'allais un peu orienter ma présentation sur finalement comment rendre visibles donc, les femmes dans la recherche. Alors bien sûr, il a été question des plans d'égalité professionnelle et il a été question du fait que la LPR, contre laquelle on s'est battu plus depuis un an, et contre laquelle on continue d'ailleurs de se battre, il a bien été précisé en quoi justement elle n'allait pas permettre d'atteindre cette égalité femmes-hommes qui nous semble indispensable aujourd'hui. Et surtout, ce sur quoi je vais vraiment insister, c'est que en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une vraie politique en faveur de l'égalité femmes-hommes qui, du coup, mette en question les tendances lourdes, les tendances systémiques qui pèsent à l'université et en réalité, je vais le montrer aussi,
comme ailleurs, et que ça s'inscrit complètement dans une autre démarche que celle qui est proposée donc, par la LPR, qui du coup ne va pas aller dans ce sens, hein, comme l'a très bien dit Sandrine Rousseau. Alors du coup, j'ai concentré en fait sur 5 points. Un premier point sur l'idée de la lutte contre la nécessaire lutte contre la division sexuée du travail, je vais y revenir. Un deuxième point sur la précarité, tout de même, hein, que je vais assez largement évoquer de manière assez transversale. Un 13e point sur la nécessité de questionner l'excellence et en réalité l'organisation masculine du travail, hein, dont on pense qu'elle est neutre, mais que comme dans tout un tas d'autres métiers, en réalité, elle est masculine. Un 4e point sur l'idée de revaloriser l'enseignement, un point qui est totalement absent de la LPR, qui vient juste d'être évoqué. Et un dernier point sur financer largement les recherches sur le genre et l'intersectionnalité, n'en déplaise à certains membres du gouvernement, puisque c'est aussi comme ça, en réalité, qu'on comprend un peu ce qui se joue, et c'est aussi comme ça qu'on avance. Alors, le premier point, hein, sur l'idée de lutter contre la division sexuée du travail. Alors, la division sexuée du travail, c'est quoi ? Donc, c'est un concept qui a été élaboré par une sociologue qui s'appelle Danielle Kergoat au début des années 80 et qui comprend en fait deux enjeux, deux points importants, hein, une logique de hiérarchisation et une logique de séparation. Alors, ça existe, voilà, dans la société entière, hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette inégalité professionnelle de 24% qui perdure aujourd'hui, hein, dans tous les secteurs d'activité. Il y a finalement ce principe de hiérarchisation et ce principe de séparation. Alors, hiérarchisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, donc on l'a très bien évoqué jusqu'à présent, hein, ça veut dire que à l'université, on est confronté à un plafond de verre, c'est-à-dire que les femmes sont présentes, mais elles sont plutôt au plus bas de la hiérarchie, et plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes. Et ça, au niveau des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, mais également au niveau des BIATS, hein, puisqu'on trouve beaucoup plus d'hommes dans les catégories A et beaucoup plus de femmes dans les catégories C. Et d'ailleurs, même dans mon université, l'université Paris-Est-Créteil, hein, le sommet de la hiérarchie des BIATS, ce sont 4 hommes en définitive. Donc, on a véritablement la direction générale des services, etc. On a précisément aussi cette hiérarchisation dans l'enseignement supérieur et la recherche à tous les niveaux de l'enseignement supérieur et la recherche. Un autre exemple à ce sujet, hein, les établissements sont encore très largement dirigés par des hommes, hein, puisque au 1er février 2019, seuls 17% des 74 universités étaient présidées par des femmes, hein, c'est donc un autre exemple, donc on a énormément de chiffres à ce sujet, mais voilà, cette logique de hiérarchisation et qu'on retrouve à d'autres niveaux, parce que l'université, bien sûr, c'est pas seulement, on a parlé là des experts, etc., c'est pas seulement non plus qui est à quel poste, c'est aussi autour de ça, qui justement est médiatique et pourquoi cette personne est médiatique. Et là, je vais m'appuyer sur la tribune des historiennes. En fait, en 2018, donc 520 historiennes ont signé une tribune justement pour intitulée « En histoire, mettons fin à la domination masculine ». Et dans cette tribune des historiennes, notamment, a été écrit, il y avait plein d'éléments, mais il y avait aussi cette idée que la domination masculine dans le champ historique est palpable dans les espaces de visibilité et de pouvoir académique, les directions de publication, de revues, de collections, les lieux de prestige. La prédominance des hommes est écrasante dans les grandes collections d'histoire qui offrent de la visibilité aux travaux de recherche. Donc, c'est aussi tous ces éléments, hein, qu'il faut prendre en considération. Donc, un premier principe de hiérarchisation. Un deuxième principe de séparation. Et donc, séparation, c'est quoi ? C'est 2 niveaux. Alors, dans la société en général, c'est que tendanciellement, les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers. Et donc, bien sûr, ça existe aussi dans l'université. D'une part, en termes de discipline, hein, Sandrine Rousseau l'évoquait tout à l'heure quand elle parlait des SHS et des sciences exactes. D'autre part aussi chez les BIATS, hein, on voit d'ailleurs des logiques de séparation, notamment par exemple dans les bibliothèques où on a très largement des femmes. Mais quand on parle de séparation, il y a aussi, et ça c'est absolument essentiel, l'idée du travail domestique, hein, qui reste, y compris à l'université, encore largement assumée par les femmes. Et donc, Hélène Gisbert évoquait tout à l'heure l'absence d'expertes pendant le confinement dans le débat public. Mais en fait, ce que plusieurs articles ont montré, et pas seulement en France, aux États-Unis notamment, c'est que dans la recherche, du fait du confinement, qui s'est occupé des enfants pendant toute cette période, comme dans l'ensemble de la société, ce sont les femmes, et que du coup,
elles ont moins produit d'articles de recherche, alors même que les hommes en ont produit probablement davantage, et qu'à moyen terme, hein, on va s'en apercevoir ça dans les curriculum vitae, hein, puisqu'il va y avoir un décalage en termes de production scientifique de recherche pendant toute cette période du confinement, où de fait, le travail domestique a là aussi encore incombé largement aux femmes, y compris à l'université. Donc des enjeux qui sont finalement assez communs et qui concernent d'ailleurs un peu tous les secteurs d'activité. Le deuxième point, donc premier point, lutter contre la division sexuelle du travail. Le deuxième point, l'enjeu de la précarité. Donc là encore, hein, on est aussi dans des questionnements qui sont les mêmes que dans plein de secteurs d'activité. Depuis 15 ans, on est face à des politiques universitaires qui ont accentué la précarité, hein, ce que va encore faire davantage la LPR. Hein. On a aujourd'hui donc un tiers des personnels BIAT et un quart des ingénieurs qui sont des agents non titulaires. Entre 2008 et 2016, le nombre de recrutements des ingénieurs a baissé donc de 44%, donc une augmentation de la précarité, y compris chez les personnels BIAT. Dans mon université, donc à l'université Paris-Est Créteil, il y a 30% de précaires, toutes catégories confondues, et c'est pas rare, c'est à peu près le chiffre, c'est à peu près ce qui correspond, c'est à peu près ça en fait dans l'ensemble des universités. Et puis bien sûr, hein, pour les tâches d'enseignement, hein, il y a quelquefois des licences entières ou des années de licence entières plutôt pour quand même pas caricaturer trop, qui sont assumées par des précaires. Hein. Je pense notamment à l'université d'Angers. Je sais que à certains endroits, on a une année entière qui est quasiment assumée soit par des contractuels, soit par des vacataires, et qu'il s'agit voilà, de recruter en permanence, etc. Et aussi donc et qui du coup, elles, je vais y revenir, hein, se trouvent dans des situations donc très instables. Donc pour assumer les tâches d'enseignement, on recourt aussi massivement à la précarité. Alors le travail de ces précaires dans la recherche, là si on parle vraiment de la recherche, en SHS, il est souvent gratuit puisqu'il se fait en particulier grâce aux allocations chômage ou bien au RSA, hein, puisque quand on a la chance d'avoir une allocation doctorale, il faut ensuite, c'est très rare en SHS de terminer sa thèse en 3 ans, hein, qui est le temps d'une allocation doctorale. Et donc, si on n'obtient pas de petits contrats, d'ATER, etc., qui sont d'ailleurs des contrats précaires, on poursuit avec le chômage ou le RSA, sa thèse, voire on cherche des recrutements après sa thèse avec ce RSA ou ce chômage. Donc ça, c'est un premier niveau, hein, le travail gratuit. Et puis, alors ça, c'est très valable en SHS. En sciences exactes, ça joue de manière un peu différente, mais parce qu'il y a davantage d'allocations doctorales en réalité. Mais ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est que finalement, il y a eu une multiplication de post-doctorats, c'est-à-dire on doit multiplier les post-doctorats pour un jour peut-être pouvoir espérer avoir un poste pérenne donc, à l'université. Alors, cette précarité à tous les niveaux, elle touche, pareil, davantage les femmes. Hein, donc, ça, c'est... Donc, plusieurs enquêtes le montrent. Hein, donc, par exemple, l'enquête réalisée par Alban Jacquemart et François Sarfati, hein, qui est dans un livre qui s'appelle « Les femmes dans le monde académique », où il y a pas mal de contributions justement sur lesquelles on s'appuie, qui rendent compte un peu de tout ça. Donc, les femmes sont plus souvent contractuelles et moins bien rémunérées que les hommes. Il y a 3 fois, et par ailleurs, bien sûr, hein, il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes qui déclarent travailler à temps partiel. Et là encore, hein, ça fonctionne aussi pareil à l'université que dans d'autres secteurs d'activité, puisque c'est aussi, c'est à peu près les mêmes enjeux. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça signifie la précarité ? Je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose à grand monde, mais ça signifie... du stress, des dépressions, du burn-out, une course à la performance où il s'agit en fait, la manière dont ça joue à l'université, c'est de se dire, par exemple, en tant que future chercheuse ou chercheur, il faut absolument que je publie, il faut absolument que je participe à ce colloque, il faut absolument, parce que si je n'ai pas cette ligne dans mon CV, peut-être qu'en n'ayant pas cette ligne dans mon CV, je ne serai pas recrutée à cause de ça. Donc, on se retrouve impliqué dans plusieurs projets de recherche parallèles, collectifs, parce que justement, c'est quelque chose qui est valorisé. On se dit qu'il faut publier, on se dit qu'il faut être partout, on se dit aussi d'ailleurs qu'il faut faire des choses à l'international. Donc,
Donc ça, c'est quelque chose aussi qui pèse notamment très fort en sciences exactes. Ça joue moins en SHS, mais en sciences exactes, maintenant, il est impératif d'avoir réalisé un post-doctorat à l'étranger pour pouvoir espérer un jour être recruté de manière pérenne. Et bien sûr, tout ça, ça a aussi des effets, donc, en particulier donc, sur les femmes, ça a aussi d'autres effets. Donc, Sandrine Rousseau l'évoquait tout à l'heure aussi quand elle parlait des réponses des logiques d'appel à projet qui sont souvent donc effectivement dirigées par des hommes et qui s'appuient sur une armée de précaires et en particulier des femmes. Et donc dans des situations où on fait partie de cette armée de précaires justement et qu'on est femme, on ne se sent pas en position de force pour par exemple dénoncer des violences sexistes et sexuelles et ou pour faire le travail à la place d'autres, en particulier des hommes. Il y a des vols de travaux, des moments, des situations de plagiat qui sont quand même très largement répandues et qui mettent les précaires et en particulier les femmes en difficulté, pour justement se battre contre tout ça. Et puis bien sûr, cette précarité aussi, elle a aussi des effets après sur l'envie, sur la possibilité de continuer à être, en gros, dans le coup pour espérer justement avoir un poste pérenne. Et donc, par exemple, parce que j'avais participé aussi à cette audition du Haut Conseil à l'égalité sur la LPR, et j'avais échangé avec des collègues notamment en maths ou en physique, qui expliquaient qu'il faudrait faire une étude un peu précise et quantitative, mais qu'elles avaient l'impression que beaucoup de femmes de leur labo finalement arrêtaient avant de pouvoir espérer avoir un poste pérenne et préféraient devenir enseignantes en classe préparatoire ou bien aller dans l'industrie ou en tout cas faire d'autres choix, se reconvertir complètement plutôt que d'essayer toujours justement de multiplier les postdocs pour essayer d'avoir un jour un poste pérenne. Alors, bien sûr, pendant toute cette période-là, il y a aussi tous les enjeux autour de la maternité qui peuvent se poser et qui font que certaines femmes décident de retarder le moment de la maternité pour pouvoir justement continuer d'être dans le jeu. D'autres font le choix de ne pas retarder ce moment et donc ça a des effets après sur la suite de la carrière. On en a déjà un petit peu parlé. Le troisième point, je vais essayer de respecter le temps comme mes collègues. Le troisième point, questionner l'excellence et l'organisation masculine. Là, moi, je crois que c'est un peu ce sur quoi il faut qu'on aille maintenant. C'est-à-dire que justement, dans les études de genre, il y a de plus en plus de recherches qui s'interrogent sur les masculinités dans le monde du travail et sur l'organisation masculine du monde du travail, en définitive. Donc là, pareil, dans toute la société, sur la notion de performance, sur la notion de concurrence, sur tout un tas d'éléments qui sont considérés comme étant des normes neutres, mais qui en réalité ne sont pas du tout neutres et sont masculines. Utiliser peut-être cette approche-là peut à l'université, ça permet de questionner ce qu'on appelle l'excellence, puisqu'il y a vraiment cette idée, on en a parlé d'ailleurs, cette idée de la LPR aussi pour justement l'excellence, y compris au niveau international, etc. Et donc, des recherches, il y a eu un numéro sur l'université par une revue qui s'appelle Genre, Sexualité et Société et qui explique justement que les critères mis en avant dans la production de l'excellence ne sont pas toujours aussi neutres qu'ils n'y paraissent. La notion d'excellence scientifique promeut l'éthos académique et le modèle biographique du chercheur masculin, blanc, hétérosexuel, productif, libéré des charges domestiques et reproductives. Et dans un contexte de forte concurrence, le recours à cette notion tend à imposer ce modèle de productivité élevée, se mesurant par la publication d'un nombre important d'articles dans des revues construites comme les plus légitimes. En gros, dans ce numéro qui est sorti en 2019, consacré à l'université, il est mis en question justement cette notion d'excellence et en réalité cette notion d'excellence qui de fait correspond à ce modèle masculin et qui est d'ailleurs dénoncé par plusieurs chercheuses. Je voulais là citer justement Sylviane Larcher qui est politiste et qui a travaillé sur le mouvement féministe et antiraciste et qui a démissionné du conseil scientifique de l'INSHS en soulignant justement que la prétention à engager la réflexion ambitieuse sur une politique d'égalité des chances dans l'accès au métier de l'ESR ne peut faire l'économie au sein même de l'institution d'une interrogation sur les normes dominantes de définition de l'excellence.
de la production des savoirs. Elle implique la prise en compte des conditions sociales d'acquisition des compétences scientifiques dans les parcours nécessairement hétérogènes, ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire qu'il s'agit de prendre en considération le fait que les femmes et ou les personnes racisées d'ailleurs, hein, parce que ça joue exactement de la même manière, sont empêchées finalement dans leur cursus, on parlait de discrimination, hein, du fait des discriminations structurelles qui pèsent sur elles. Donc il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'objectivité. Et contrairement à ce qu'un certain nombre de collègues croient, les CV, je parle beaucoup des CV, mais les CV ne sont pas objectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité dans les CV. C'est-à-dire qu'on le voit très très bien. Donc moi, je suis membre du CNU, du Conseil national de l'université en histoire, et on le voit très bien quand on voit les CV des collègues, ce qui s'est aussi passé dans leur vie et les effets que ça a eu sur leur production scientifique. Et de fait, c'est absolument essentiel d'interroger ça et en vue de corriger aussi ces écarts pour tendre vers l'égalité. Voilà. Bon, je vais arrêter sur ce point-là. Le quatrième point, l'idée de revaloriser l'enseignement contre la logique bibliométrique. Hein. Alors ça, c'est aussi complètement absent de la LPR, alors même que nous sommes, pour certaines, des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, et qu'en réalité, l'université française est conçue aussi comme ça, c'est-à-dire que nous nourrissons nos enseignements de nos recherches, et nos recherches sont nourries de nos enseignements. Et c'est un équilibre qui est aussi tout à fait enrichissant pour tout le monde, enrichissant pour les étudiants et les étudiantes, et aussi enrichissant pour les recherches qui sont menées. Et on le sait de ce point de vue, pareil, hein, les recherches l'ont montré, les femmes sont davantage impliquées dans les tâches d'enseignement. Hein. C'est aussi une des raisons pour lesquelles elles auront moins publié probablement dans la période du confinement. C'est que quand elles ne s'occupaient pas de leurs enfants, en fait, elles s'occupaient de leurs étudiants et de leurs étudiantes. Et donc, elles sont plus impliquées dans ces tâches d'enseignement. Elles réalisent des projets pédagogiques, des projets collectifs avec tout un tas d'équipes disciplinaires. Et ce qui n'est pas forcément le cas d'hommes qui d'ailleurs vont considérer qu'ils ne sont pas là pour faire du social et que l'enjeu justement c'est de produire des articles et pour rentrer justement dans cette logique bibliométrique hein, à laquelle on nous pousse, hein, c'est-à-dire bibliométrique, c'est publier des articles, publier le plus d'articles possible tout le temps, à n'importe quel prix d'ailleurs, mais bon, même quelquefois ça peut être enfin bon, je ne vais pas rentrer en détail, on s'en fiche. En tout cas, voilà, revaloriser les tâches d'enseignement, et par ailleurs, ça fait partie aussi d'une injonction ministérielle que de réfléchir à la pédagogie dans le supérieur, une question qui n'est finalement assez peu posée et où on se retrouve assez peu formé quand on arrive à cette question, alors même qu'elle est absolument essentielle, et là encore plus avec le distanciel. Mais il y a cette injonction à penser la pédagogie et en même temps, on ignore complètement les tâches d'enseignement, voire on dévalorise justement les tâches d'enseignement, hein, puisque par exemple, en sciences expérimentales, pour des précaires qui veulent avoir un poste pérenne, on leur déconseille d'assumer des tâches d'enseignement en disant qu'ils vont perdre du temps en fait et que du coup, ils n'auront pas suffisamment d'articles. Et dernier point, je termine en 1 minute, évidemment, financer des recherches sur le genre et l'intersectionnalité, et ça c'est absolument essentiel, c'est-à-dire que tout ce que nous racontons là, c'est le produit de recherches qui ont été réalisées sur le genre, et aussi c'est ce qui permet justement de comprendre un peu ce qui se joue de ce point de vue, et aussi de trouver des leviers pour tendre vers l'égalité. Donc évidemment, financer, ça veut dire accorder des moyens, accorder davantage de moyens, flécher davantage de postes sur ces questions, et ouais, bien sûr, hein, voilà, accorder des moyens, et pas seulement sur les questions de genre, mais aussi sur les questions effectivement d'intersectionnalité, c'est-à-dire de croisement du sexe, de la race, de la classe, puisqu'en réalité, y compris d'un point de vue structurel, toutes ces questions sont en définitive totalement articulées et on ne peut pas les séparer. Voilà, donc je vais arrêter là-dessus, simplement pour conclure, hein, effectivement je voulais conclure du coup sur la LPR, mais ça a été un peu déjà dit. Mais voilà, la LPR va accentuer toutes ces inégalités dont je parlais déjà, et l'enjeu est bien d'essayer de financer, comment dire, de mettre en cause justement ces tendances lourdes que j'essayais d'évoquer en faisant déjà 2 choses absolument essentielles, hein, c'est-à-dire des recrutements absolument massifs et puis des financements pérennes, c'est-à-dire sortir de cette logique aussi d'appel à projet qui nous porte préjudice. Merci.
Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie toutes les trois pour vos interventions qui ont été claires, précises, complètes, même si quelquefois on aimerait bien que vous ayez pu plus approfondir. Et maintenant, on va passer, et puis en plus, vous avez tenu les temps, ça c'est magnifique, parce qu'il reste du temps pour les questions. Et pour le moment, il y en a 5. Je passe la parole à Maryse. Oui, alors il y a 2 questions au moment de l'intervention de Sandrine Rousseau, donc je pense qu'elles vous sont destinées, mais que de toute façon, vous pourrez répondre toutes les 3. Une première question, et je posais les 2 en même temps peut-être, est-ce que par égalité femmes-hommes dans les carrières, vous pensez à l'introduction des quotas? Et ensuite, est-ce que l'argument plus de financement par projet égale inégalité hommes-femmes renforcée est soutenu par les comparaisons internationales? Au Royaume-Uni, où tout est financement par projet, le programme Athena Swan me semble bien en avance sur ce qui existe en France. Alors, la première question, c'était... Ah, mais j'ai déjà oublié la première question. C'était... Alors, je la relis. Est-ce que par égalité femmes-hommes dans les Ah carrières, oui. vous pensez à l'introduction des quotas? Oui. Alors, mais on pense à l'introduction de quotas. Déjà, les gars conditionnalité, ce serait bien. Après, enfin, il y a des fois où les quotas sont la pire des solutions à l'exclusion de toutes les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de progresser. Mais bon, sans aller vers les quotas, au moins conditionner les financements des universités à le fait qu'elles se mobilisent sur l'égalité, ce serait déjà un progrès. Alors, il y a quand même quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'avec les plans d'égalité professionnelle, on a une menace d'amende de 1% de la masse salariale si on ne progresse pas en matière d'égalité. Mais rien ne nous dit on ne nous dit rien plus exactement de la vitesse à laquelle on doit progresser, ni réellement sur quoi on doit progresser. Donc, bon, dont acte, il y a quand même ça. Mais sans une éga conditionnalité des crédits, il y a peu de chances que ça aboutisse. Sur la deuxième question, sur le financement par projet, de fait, aujourd'hui, 70% des porteurs de projets sont des hommes. Donc, de fait, aujourd'hui, il n'y a pas égalité dans le portage de projets. Et même, c'est au-delà de la proportion. Parce que, par exemple, si on regarde sur les maîtres de conf ou sur les profs, il y a plus d'hommes que la proportion d'hommes dans chacune des disciplines qui déposent des projets. Donc, l'appel à projet et le financement par projet semblent quand même bénéficier et profiter à des porteurs de projets hommes, ce qui pose une question, parce que c'est évidemment très valorisé ensuite dans les carrières. Je crois que Hélène Gispert est prête à intervenir sur les quotas aussi. Oui, sur les quotas, j'ajouterais bien quelque chose. Parce que quel est le problème avec les quotas? Je me souviens d'une intervention de Michel Ledeuf, qui est auteur d'un livre exceptionnel qui s'appelle Le sexe du savoir. Cette fois, je ne me trompe pas. Et qui, à une réponse de ce type, répondait: c'est quand même bizarre les gens qui s'inquiètent sur les quotas pour les femmes, sachant que depuis le début que la science existe, les hommes en profitent, à cause de tout ce que nous avons montré, du fonctionnement même de la science. Donc, je pense que la remarque de Michel Ledeuf permet un recul intéressant sur cette panique qui saisit certains à l'idée qu'il pourrait y avoir des quotas. Est-ce que ça ferait faire une moins bonne science? Le fait qu'il y ait plus d'hommes, on accepte que ça fasse éventuellement une moins bonne science que s'il y avait autant de femmes que d'hommes. Donc cette question des quotas, ça revient à ce que disait Fanny Gallo sur ce qui apparaît comme le neutre, comme s'il n'y avait pas de quotas jusqu'ici parce que les choses se passaient naturellement. Mais on a, j'espère, démontré que naturellement, c'était une domination patriarcale au niveau des institutions, au niveau des savoirs produits. Et je pense que ça permet de reposer la question des quotas d'une façon intéressante. C'est la question suivante. Donc, sur l'intervention de Fanny Gallo, il y a
enfin, je pense que c'est plus des remarques que des questions sur la séparation et la hiérarchie. Donc la remarque, c'est que même dans les mobilisations étudiantes avec occupation, des étudiantes disaient donc à l'intervenante, enfin à la personne qui pose la question, on ne peut jamais prendre la parole dans les débats et on gère les courses et la vaisselle. C'est très étonnant comment les biais de genre se voient aussi dans quasi toutes les activités des étudiants. Est-ce que vous souhaitez commenter ces remarques? Je peux commenter en disant qu'effectivement, ça s'appelle la division sexuée du travail militant. Il y a plein de sociologues qui ont travaillé sur ce sujet. Notamment, il y a un livre coordonné par Olivier Filleul qui s'appelle attendez, j'ai un trou tout de suite. Le sexe du militantisme, où il est question de cette idée de division sexuée du travail militant. Hein. Oui, oui. Enfin, c'est la division sexuée du travail. En fait, on la retrouve à beaucoup de niveaux dans notre société, oui. Alors ensuite, c'est donc une remarque, enfin donc des remerciements et une remarque sur la table ronde précédente où on parlait des croyances des scientifiques. Peut-on faire le constat que des lieux de savoir sexistes, entre parenthèses violence, précarité, frein dans la carrière, produisent des connaissances sexistes? Entre parenthèses, choix des thématiques jugées intéressantes par des mandarins, invisibilisation de certaines approches. Ben, tout à fait, en fait. Et je ne l'ai pas évoqué parce que j'avais vraiment plus le temps, mais par exemple, la tribune des filles. À la suite de la tribune des historiennes, il y a une tribune des philosophes en 2018, justement, qui dénonçait pareil toute la domination masculine dans le champ et qui notamment dénonçait le fait que tout un tas de recherches sur le genre, sur les sexualités, sur toutes ces questions sont décrédibilisées, en fait. Et oui, sont décrédibilisées et en fait, voilà, délégitimé. Donc, il y a une difficulté quand même à exister. Et souvent, ce sur quoi, ce que j'aurais pu aussi développer, l'enjeu dans financer des recherches sur le genre et sur l'intersectionnalité, c'est aussi sortir de cette idée que c'est simplement la féministe qui parle ou la porte-parole des minorités qui parle, qui est encore une manière de décrédibiliser des recherches qui sont réalisées sur le genre. Il y a une difficulté aujourd'hui, c'est en train de changer hein, quand même largement depuis une quinzaine d'années, mais il y a quand même, c'est en train de changer. Et en même temps, il y avait des fonds et il y a moins de fonds qui sont aussi alloués. Je pense notamment à la ville de la région parisienne accorder des allocations postdoctorales sur les études de genre et ça n'existe plus. Donc, bon, voilà, c'est contradictoire, voilà, mais donc il y a une légitimité qui s'acquiert aussi du fait d'ailleurs de ce qui se passe dans la société, mais il y a une tension et il y a une difficulté. Ce sujet n'est pas encore considéré comme étant tout aussi légitime que d'autres. Si je peux me permettre de compléter, c'est quand même assez bien documenté, le fait qu'en effet, plus les collectifs de travail d'une manière générale sont mixtes, paritaires, et plus ils sont riches et coopérants plutôt que concurrentiels. Bon, ça se retrouve exactement de la même manière dans la recherche. Moi, je vais vous donner juste un exemple, puisque moi, je suis économiste et donc chercheuse en économie. Eh bien, tout ce qui concerne le travail du care est quand même essentiellement investi par des femmes. Et donc, toutes les recherches sur ce travail dont on voit aujourd'hui l'utilité, puisque ce sont des emplois de services à domicile, de services aux personnes et d'aides-soignantes, etc., eh bien, tout ce travail-là, l'analyse de ce travail, la pénibilité de ce travail, les rémunérations, la pauvreté engendrée, etc., tout cela est étudié par une majorité de femmes. Et il y a des hommes, évidemment, hein, mais une majorité de femmes. Et évidemment que ça change le regard de la science économique si on s'intéresse au marché financier ou si on s'intéresse au travail du care. Et donc, évidemment que ça a des conséquences sur la production même de la recherche. Merci. Donc, une dernière question pour ce qui concerne les questions posées sur
Sur le QR, parmi les critères dits d'excellence se situe la visibilité dans les conférences. Ne pensez-vous pas qu'un tel critère est typiquement favorable aux hommes et conditionnera également leur reconnaissance par la communauté, et donc des réponses favorables aux demandes de projets ANR ainsi que la publication rapide de leurs articles? Et ensuite, un tel critère n'est-il pas basé sur une disponibilité et la possibilité de partir plusieurs jours à répétition pour se montrer et se faire connaître? Alors, je pense que vous avez déjà traité ça, mais peut-être voulez-vous y revenir, ou une autre intervenante pourrait y revenir. Moi, je peux bien donner un exemple avec une initiative de la Société française de physique qui a une commission femmes. Et cette commission femmes a élaboré et réussi à faire voter par la Société française de physique une charte à propos sur le fait qu'elle ne cautionnait et cofinançait des conférences que s'il y avait parité au niveau des conférenciers et des conférenciers invités, c'est-à-dire les conférenciers les plus en avant. Il y a eu des réactions assez compliquées au départ, les organisateurs disant « mais c'est pas possible, on a essayé, promis, mais on n'en a pas ». Et la commission femmes a mis un mode d'emploi en dessous de la charte qu'elle demande aux organisateurs de signer, la charte auquel ils doivent s'engager. Et le mode d'emploi est simple. Commencez par demander aux femmes et ensuite, s'il vous reste des places, demandez aux hommes. Et de cette façon-là, même en physique, qui n'est quand même pas un domaine de parité au niveau des femmes et des hommes, les collègues ont réussi à trouver que, oui, il y a des femmes, mais ce n'est pas celles auxquelles ils étaient habitués. Et donc, cette question de la visibilité par la présence aux conférences et aux conférences invitées est extrêmement importante. Mais là encore, il y a des solutions, il y a des façons d'agir, mais qui sont volontaristes, mais qui fonctionnent. Et je ne pense pas que les conférences soutenues par la Société française de physique, depuis qu'elle impose cette charte, soient de moins bon niveau. Alors nous, on a mis en place le même dispositif à l'Université de Lille, c'est-à-dire qu'on ne finance pas de colloques ou de séminaires dès lors qu'il n'y a pas une parité, alors plus exactement qu'il n'y a pas la même proportion de femmes dans le comité scientifique et dans le comité d'organisation que dans la discipline, voilà. Et alors, en général, ça passe sans aucun problème, on a juste eu un cas et en SHS en plus, d'un colloque qui était organisé uniquement par des hommes avec des prises de parole uniquement d'hommes. Donc évidemment, on a demandé à ce qu'il y ait la parité pour pouvoir l'organiser et prêter la salle. Et on a eu une réponse d'un éminent chercheur, évidemment que je ne citerai pas, qui nous a expliqué que c'était la première fois qu'on lui demandait de justifier de son sexe. Et je me suis dit en lisant cette réponse que nous, on doit en justifier quand même bien des fois et que c'est quand même étonnant que ce soit la première fois qu'on le lui demande. Et il a refusé de venir parce qu'on avait mis en place cette charte-là. Et encore une fois, c'était dans une discipline SHS. Donc voilà. Maryse, ton micro. Maryse. Donc, il y a une autre question pour vous, Sandrine Rousseau. Quel mécanisme concret est garanti pour mesurer la réelle égalité femmes-hommes au sein des universités et grandes écoles? Nous, on propose un certain nombre de dispositifs qui sont inspirés essentiellement de ce qui se passe dans les universités internationales, parce que ça aussi, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais on veut s'aligner sur les critères internationaux, mais la réalité, c'est qu'il y a de nombreuses universités internationales qui ont des politiques très ambitieuses en matière d'égalité femmes-hommes, y compris jusqu'au quota. Et donc, évidemment qu'on regarde les critères qu'on veut, en fait, de l'international. Hein. Et donc, on propose les ça j'en ai déjà parlé. Le fait aussi, et ça, c'est quelque chose que met, par exemple, en place l'Université de Genève et qui est très intéressant, c'est qu'on ouvre un poste. Alors, en fait, par exemple, pour ouvrir un poste de tenure track, donc ces fameux postes environnés, donc on ouvre l'appel à candidature et on ne procède au recrutement que dès lors qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes dans le vivier
des candidats et candidates, c'est-à-dire dans les personnes qui ont répondu à l'offre de poste. Et pour en avoir discuté avec le recteur de l'Université de Genève, il me disait que ça avait fait exploser le nombre de femmes dans son université parce qu'en fait, ça génère plein d'effets positifs qui consistent à avoir un peu une espèce de chasse aux bonnes chercheuses. Enfin, il y a une espèce de recherche des bonnes chercheuses qu'on fait venir, qu'on incite, qu'on conforte. Et du coup, il y a aussi, on sort du syndrome de l'imposteur ou du manque de confiance aussi, quelquefois quand même des femmes, parce qu'on leur renvoie tellement ça qu'à la fin elles finissent parfois par l'intérioriser. Et donc ça fait partie aussi des dispositifs. Et le troisième dispositif, c'est que par exemple sur les appels à projets, nous on voudrait qu'il y ait au moins 2 porteurs de projets systématiques, ce qui permettrait aussi beaucoup plus facilement d'aller chercher des femmes et de valoriser des femmes dans les recherches. Mais tout cela aurait dû être vraiment inscrit dans les dispositifs de la loi afin qu'on puisse le faire. Et par ailleurs, on doit évaluer cette loi au bout d'un an. Eh bien, il va falloir qu'il y ait une réelle évaluation de son impact sur l'égalité femmes-hommes. J'ai une dernière question qui n'est pas vraiment une question, c'est plus une proposition, me semble-t-il. La place des femmes au poste de responsabilité administrative, vice-présidente recherche, directrice de labo, peut aussi être un levier. Je crois qu'il a été montré que la gouvernance et la logique compétition versus cooptation, je présume, sont différentes quand les femmes dirigent des structures de recherche. Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Alors, toutes les femmes ne changent pas la manière dont elles managent leurs unités de recherche. Il ne faut pas non plus tomber dans un essentialisme ou dans un angélisme. Il y a ce que Camille Froidevaux-Métairie appelle par exemple le syndrome de la reine des abeilles, qui est que quand il y a une femme dans un laboratoire très masculin, par exemple, ou dans un collectif très masculin, qui obtient une place de direction, bien finalement, elle ferme la porte à beaucoup d'autres femmes de peur sans doute de se retrouver un peu en concurrence. Donc, il n'y a pas une manière de manager féminine, mais quand même, on observe que dès lors qu'il y a plusieurs modes de management qui se succèdent ou plusieurs modes d'organisation au sein des laboratoires, eh bien, ça ouvre la place à des femmes. Et je crois que les questions de sororité et les questions d'égalité commencent quand même à percoler beaucoup dans le milieu de la recherche. Et j'ose espérer que les femmes vont elles-mêmes se faire massivement le relais de cette question. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'on ne peut pas obtenir l'égalité qu'avec les femmes. Donc, quand bien même toutes les femmes seraient pour l'égalité, il faut que les hommes aussi affirment leur volonté d'aller vers cette égalité, simplement parce que c'est au fond une valeur universelle et cardinale qu'il convient de réaffirmer à chaque instant. Pour moi, c'est tout. Donc, je crois que Gérard voulait éventuellement poser une question s'il reste... si c'est très court et la réponse très courte, peut-être. Une question mineure. Dans la dernière version de la loi, il y a la disparition, enfin l'amoindrissement du rôle du Conseil national des universités pour les recrutements, et donc le développement du localisme. Est-ce que le localisme peut avoir une incidence négative ou positive sur le recrutement et la place des femmes dans la recherche ? Moi, je veux bien dire 2 mots à ce sujet, justement, en tant que membre du CNU, je suis nouvellement membre du CNU, donc j'ai fait ma première année, c'est la fin de ma première année de mandat. Et ce que moi, j'avais constaté justement au CNU, c'est qu'il y avait une véritable dynamique. Alors aussi, on est porté par la tribune des historiennes et par tout ça, donc comme je suis en histoire, par toute cette dynamique en histoire. Et on est parvenu au niveau national à avoir des vraies discussions sur notamment l'octroi des CRCT de retour à la recherche. Donc après, tout ça, c'est aussi lié à la difficulté d'avoir suffisamment de CRCT à distribuer pour tous les collègues qui les demandent, quoi. Mais on a en tout cas eu des discussions larges là-dessus, et même là récemment sur la question de la promotion et aussi d'ailleurs de la PEDR, des primes ou des promotions. On s'est aperçu, ce
ce que j'évoquais là sur la question des CV, etc., on l'a discuté de manière tout à fait publique dans le corps des maîtres et des maîtresses de conférences, puisqu'on avait promu plus d'hommes que de femmes. Et donc, on a repris l'intégralité de notre liste et on a rediscuté des critères, justement, et on a commencé aussi à discuter des critères des enfants. On a eu aussi une discussion sur les hommes avec les enfants, parce que forcément, il y avait des collègues qui disaient oui, mais les hommes aussi, ils ont des enfants, mais voilà. Donc, on a eu des vrais échanges à ce sujet. Et alors, moi, je crois que justement, dans la mise en cause du CNU, le contournement du CNU, on risque aussi de perdre cette dynamique-là. Alors après, dans les établissements, il y a aussi cette dynamique-là. Alors peut-être que la question des plans d'égalité pourra permettre qu'il y ait un truc, enfin quelque chose qui se mette en place, y compris dans les établissements, mais en tout cas du point de vue du CNU, c'est bon, en plus que, enfin voilà, moi c'est pas probablement pas le lieu là de discuter le CNU, à quoi ça sert, la mise en cause du CNU et tout ce que ça peut signifier. En tout cas, ça va, en tout cas pour nous, probablement aller à l'encontre de cette dynamique qui est enclenchée là depuis un an en histoire, et probablement depuis plusieurs années d'ailleurs, et probablement aussi dans d'autres disciplines, où cette question, elle fait vraiment son apparition de manière assez centrale dans les discussions. Je crois qu'on peut vous remercier toutes les trois parce que c'était aussi bien sur la forme que sur le fond excellent. Moi, ça termine très bien la journée. Tout à fait. Je voulais également vous remercier pour cette dernière table ronde et puis finalement constater qu'il ne suffit pas d'avoir une femme ministre de la Recherche pour que la recherche se féminise. Il y a en revanche un poste de directeur général de la recherche qui vient de se libérer puisque cet homme a démissionné. Peut-être qu'une femme viendra aider à travers aussi l'action que veut envisager Madame Moreno sur le sujet, que cette préoccupation soit effectivement prise, mais on l'a constaté, cette loi n'aide pas à l'égalité, mais elle n'aide pas, je crois, aussi à la recherche publique dans l'esprit dans lequel nous développons ces 2 jours. Donc en tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour ces contributions riches à nos débats et à nos réflexions, et de montrer que le combat pour l'égalité est encore un combat de fond et que le patriarcat est quand même profondément implanté partout et mérite notre mobilisation aussi au quotidien.